Et avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Monji Zidi, qui est le président de la French Tech Hauts-de-France. Alors, je voudrais rappeler quand même que Monsieur Zidi, c'est l'un des pionniers, en tout cas du digital, dans les Hauts-de-France, au nord de la France, puisque je me rappelle très bien, c'est dans les années 90, avec les deux compères, les deux Eric Rufflard et Eric Delot. Ben, vous avez été les premiers à installer des bornes interactives et ça, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est fou, donc c'était fou en tout cas dans les années 90. Vous avez numérisé, et c'est pas rien, toute la médiathèque du Vatican. C'est un gros dossier qui a été fait par votre groupe Archimède, qui compte plusieurs entreprises, dont la société Neoledge, aujourd'hui qu'on trouve également en Tunisie. Neoledge, que je rappelle, qui vient d'avoir un prix Microsoft, notamment sur la GED, la gestion électronique de documents, et Neoledge a été retenu pour digitaliser la présidence et tous les ministères de la Tunisie. C'est-à-dire que derrière tout ce qui est digital, vous avez Monji Zidi. Et puis, dernier point, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que pendant le confinement, la ville de Paris a distribué, je ne sais pas si vous le savez, plein de livres à des jeunes, à des adultes. Elle a distribué énormément de bouquins pour que les gens puissent lire chez eux. Eh bien, sachez que derrière cette opération, il y avait encore Monsieur Zidi, puisque c'est le groupe Archimède qui s'est chargé de la gestion numérique de toute cette diffusion. Merci en tout cas d'être avec nous. Et ma première question, c'est quel impact de cette crise avec le digital? Quel est votre regard sur cette crise par rapport à la partie digitale? Je rappelle juste, mine de rien, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, vous voyez un petit filet ici. En fait, c'est juste une plaque pour la sécurité Covid, et donc c'est important. Donc ce n'est pas un défaut sur vos télés, donc ne jouez pas avec la télécommande. Alors, Monsieur Zidi, dites-moi. Merci Habib. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir différents regards de cette pandémie. Le digital, effectivement, une fois on s'est posé la question, si on a eu cette pandémie pendant les années 80, à mon avis, ça aurait un résultat très catastrophique en absence des outils qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, le digital a été un axe de proximité, un axe de transformer toutes ces crises aussi en opportunités et faciliter surtout, parce que le jour au lendemain, dès le vendredi, en 16 mars, il fallait demander aux collaborateurs de prendre leur portable et rentrer chez eux. Vous imaginez si on n'avait pas ces possibilités de technologie qui nous permettaient de garder le contact avec nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Effectivement, le digital a joué son rôle, totalement son rôle, pour apaiser un petit peu pendant cette période un peu difficile qu'on a eue par surprise parce qu'on n'a pas du tout été préparé. Nos clients aussi, les collectivités, les grands ministères, vous imaginez, sans outils technologiques, ça aurait été très difficile de garder le contact et surtout assurer une continuité professionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, on peut voir un regard un peu, positif de dire que grâce aux technologies, nous avons pu apporter quelques éléments. La difficulté et la crise, elle est là, on ne peut pas l'ignorer, mais les outils ont été au rendez-vous, ont été là pour vraiment rapprocher un monde où on a presque tout dématérialisé. Même nos réunions, même nos signatures des documents, des contrats et jusqu'au des parapheurs numériques. Aujourd'hui, l'accélération qu'on a pu avoir pendant cette période de pandémie par les nouvelles technologies nous ont donné presque 5, 7, 8 ans d'avance. Mais ce qui est intéressant, Monsieur Zidi, c'est que vous avez, chez Archimède, dans le groupe et chez Neoledge, vous avez presque anticipé cette situation, puisque vous êtes à la base de la création, enfin vous avez travaillé très tôt sur les signatures électroniques, sur tout ce qui peut être numérisé dans la communication digitale entre les entreprises, les acteurs économiques. Comme si vous aviez senti qu'un jour, la planète se serait arrêtée, qu'on n'aurait plus de contact. Bon, vous l'avez fait bien évidemment dans un autre esprit, mais ce qui est intéressant, c'est comme on dirait qu'il y avait une espèce d'anticipation. Ouais.
Je peux vous assurer, on n'avait pas anticipé la pandémie, mais par contre, on avait anticipé la modernisation des process, la dématérialisation des process et surtout l'accompagnement de nos clients dans la manière et les outils pour que l'espace et le temps ne soient le plus accélérés. Effectivement, quand on parlait des parapheurs numériques pour des ministres ou des maires ou des députés, c'est une façon d'apporter une souplesse. On va parler de flexwork, parce qu'en flexwork, c'est un terme où maintenant les consultants commencent à en parler, parce que... Tout le monde doit être flex. Exactement, et effectivement, notre ADN a été, grâce au document numérique qui fait partie de notre ADN depuis 26 ans, et avec les outils aujourd'hui que Neoledge a mis à la disposition de tous les décideurs et le collaborateur jusqu'aux citoyens, c'est comment apporter ce mode de dématérialisation comme un élément de progrès. Effectivement, la pandémie n'a fait que valider on ne va pas dire proof of concept puisque ça marche, mais au moins les retardataires, ceux qui n'ont pas cru totalement, ont vu dans cette accélération, cette dématérialisation, un axe de progrès avec un retour sur investissement colossal et surtout d'être pas à l'abri dès qu'il y a un élément parfois bloquant, ça peut être la maladie, l'absence, la dématérialisation des signatures, un député ou un élu en déplacement, comment il peut apporter vraiment plus de souplesse et qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement dans les validations de process. Effectivement, Neoledge a validé cette approche-là, comme Archimède dans le livre numérique. Effectivement, le prêt de livre numérique nous a été un élément préparé d'avance, mais on n'a jamais vraiment imaginé que pendant la pandémie et le confinement, la ville de Paris, comme Montpellier et beaucoup de grandes villes en France, ont multiplié par 100 le nombre de prêts de livres numériques et on a été très content que éditeurs comme les auteurs ont joué le jeu pour ne pas bloquer puisqu'on n'avait même pas eu le temps d'augmenter le nombre d'accès simultanés. Rapidement, on a ouvert le robinet et ça a été un succès fabuleux sur lequel aujourd'hui tous nos clients continuent à investir dans la dématérialisation et le prêt de livres numériques. Effectivement, on doit travailler aussi sur cette fracture numérique parce que même si on prête le livre numérique, on souhaite que la tablette soit aussi équipée de puces télécom pour que le gamin dans les quartiers défavorisés puisse aussi vraiment emprunter des livres numériques et les lire chez lui exactement comme les enfants ou les adultes des familles aisées. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis que le monde du digital doit relever aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur une lancée, une accélération du digital ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère peut-être qui ne dit pas son nom? Honnêtement, moi, mon sentiment, c'est qu'on a compris beaucoup de choses. La première, c'est l'aspect humain. Contrairement à un homme de digital qui parle, plus que jamais, on a senti qu'on a besoin d'outils et des opportunités pour que l'humain soit beaucoup plus proche, plus présent dans tous nos process. On a compris que oui, la famille est un élément aussi important et que le télétravail doit être un mixte parce que c'est un débat actuel chez toutes les entreprises, pas seulement du digital, où on est en train de dire mais quel est le ratio, quel est le point d'équilibre 3 jours, 2 jours de télétravail, 3 jours en présentiel. Bon, en fait, tout dépend des métiers, tout dépend de l'équilibre qu'on doit trouver pour apporter cette stabilité et ce sentiment vraiment de confort et surtout d'être le plus attaché et proche un petit peu des métiers qui nous apprennent tous les jours, qu'on doit se poser la question comment on peut apporter ce flexwork pour qu'il y ait un win-win, un win économique, un win social et un win vraiment qui nous permet d'avancer. Bien, nous avons encore quelques minutes avec M. Mongi. Alors, je crois qu'on a une question. On a une question de Nicolas. Alors, malgré l'usage intensif du digital pendant le confinement, cette crise a conduit quelques startups à la faillite, notamment celles qui devaient faire une levée de fonds et pour qui tout s'est arrêté le 15 mars, alors qu'elles avaient encore des dettes à éponger et des salaires à payer. Alors, comment motiver les porteurs de projets qui aujourd'hui ont peur de tomber dans la même situation? Alors, j'en profite pour poser une question qui a été
poser également dans le même esprit quelqu'un qui dit comment les startups pourront transformer cette situation qualifiée de crise en opportunité d'affaires. Effectivement, aujourd'hui, si on va parler des deux sujets, le premier qui est la levée de fonds, effectivement, la levée de fonds, en temps normal, demande beaucoup de process et validation et parfois c'est pas si facile. Malgré ça, on peut vous dire que pendant le confinement, le budget, en fait, la valeur de la levée de fonds a été supérieure à l'année 2019, contrairement à ce qu'on imagine. Pour ne citer que la BPI, en fait, les 6 dernières levées qui étaient de mars à juillet, 250 millions d'euros, ont été effectivement sur des secteurs beaucoup plus ciblés, contrairement à ce qu'on avait avant, parce qu'on a vu le secteur santé qui a eu plus d'attentes et sur lequel les levées ont été plus importantes, le e-commerce et tous les grands projets de démat. Effectivement, tout le conseil que je peux dire aux startups, c'est que votre business plan, il ne doit pas être le même qu'avant le Covid ou pendant le Covid. Il faut vraiment intégrer cette notion qu'on n'est pas à l'abri toujours d'une transformation, d'un bousculement en fait, qui peut nous arriver. Il faut que l'entreprise ou le business model est capable d'intégrer ces éléments-là pour transformer effectivement cette crise en opportunité. Oui, les startups, il faut qu'on continue parce qu'on a vu plein de startups qui sont créées et qui survivent et qui sont au contraire en plein levée de fonds. Donc aujourd'hui, on va dire l'écosystème a changé. On n'a pas les mêmes approches, les mêmes regards au business plan. Donc les startups, s'ils n'ont pas un business model qui montre une agilité, ils auront des difficultés aujourd'hui à trouver de fonds. Par contre, toute entreprise, start-up qui a un modèle économique qui marche, qui peut s'adapter et qui est agile, à mon avis, n'aura pas de difficulté pour trouver ses levées. Je vais en profiter, M. Mongi, puisque vous êtes avec nous, parce que quand je regarde en fait par rapport à nos invités, vous êtes celui qui est le plus proche des pouvoirs. Alors j'ai plein de questions qui sont un petit peu, alors, soit des questions anxiogènes, des questions qui touchent la politique. L'idée, c'est de les citer quand même parce que des gens ont fait l'effort de nous poser des questions. Après, vous verrez si vous avez une réponse ou non qui permettrait de conclure. Alors j'ai Ben qui nous dit, entre le réchauffement climatique, les guerres, les conflits des peuples, les injustices, la pauvreté, la famine, les déplacements, etc., c'est certain qu'on aura d'autres pandémies plus graves dans l'avenir. Avez-vous la solution pour éviter cela ? Bon, moi j'ai envie de dire à Ben, désolé, j'ai pas de baguette magique, mais on pourra en parler. Donc j'ai Nadia qui demande comment s'en sortir de cette catastrophe et de cette situation. Donc voici, ça ce sont des questions anxiogènes, mais c'est normal, les gens ils sont inquiets, comme nous tous. Il y a des questions qui touchent un peu plus le côté politique. J'ai Fabienne qui dit, est-ce qu'on se dirige vers un nouveau gouvernement dictatorial face à la Covid? Nous imposera-t-on une vaccination? J'ai quelqu'un qui dit, est-ce que vous pensez que l'Occident, alors c'est Younous qui dit, est-ce que vous pensez que l'Occident est en mesure de mettre en jeu sa zone de confort matériel pour le bien du reste de l'humanité? Bon, je pense par exemple au mouvement anti-masque et Big Pharma. Et puis, une autre question, comment rompre avec la dépendance politique vis-à-vis des grandes puissances dans le contexte du Covid? Alors, vous voyez, on a pas mal de questions qui tournent autour de tous ces sujets-là. Alors, on ne pourra pas toutes les traiter. J'en donne une dernière, comme ça me permettra d'avancer sur les questions. C'est notre ami Albert qui dit « Quel facteur signera la fin de cette crise économique, sociale, politique ?» Qu'est-ce qui nous marquera cette fin? Enfin, voilà, je vous ai bombardé de questions. Si vous avez quelques réponses qui peuvent faire office de conclusion, ce serait top. C'est vrai, c'est plusieurs questions, mais en fait, la question que tout le monde se pose, est-ce que le monde de demain, ou en fait, d'aujourd'hui, est le même que lui d'avant? Moi, personnellement, je dis non, parce que beaucoup de valeurs ont été repositionnées et on a pris conscience de beaucoup de choses qu'auparavant, peut-être, on a oublié ou on a ignoré, ou peut-être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que l'humain va prendre une place importante. La proximité par les outils et tous les outils qu'on peut avoir. On a vu le lien avec nos aînés et la manière comment aussi on n'en profite pas et qu'un jour ou l'autre, on peut même les voir partir sans même leur dire au revoir. En fait, toutes ces questions qui nous ont pris par surprise,
nous ont poussé à imaginer le monde de demain. Moi, j'ai vu des gamins qui sont à la même école que mon fils, à l'école primaire, et qui n'ont pas eu le moyen d'accéder aux cours par correspondance. On est en France, en 2020, et il y a une fracture numérique. On ne peut pas accepter vraiment qu'on peut continuer dans un monde où il y a deux sociétés ou 3 sociétés. J'espère, avec cette pandémie, avec les outils qu'on a, on réussit à rendre proche ce monde pour qu'il y ait une solidarité. Et moi, j'ai fait des émissions avec des députés et des sénateurs pour trouver des moyens financiers supplémentaires pour que chaque enfant en France ou partout dans le monde, j'espère, mais au moins en France, accède au numérique, à la connaissance et de savoir pour tous. Avec des moyens simples, juste, il suffit d'autoriser les entreprises à livrer et à donner leur PC au bout de 3 ans, gratuitement, aux enfants qui en ont besoin. Effectivement, si je résume toutes ces questions, le monde de demain est différent, le monde doit être meilleur, espérant. Il faut qu'on profite de cette crise pour imaginer. Effectivement, quand on discute avec des architectes, on discute avec des gens qui animent vraiment la société et l'écosystème, on ne peut pas prendre les mêmes outils d'hier pour préparer le monde de demain. Alors vous savez, M. Mongi, ce qui nous rassure vraiment le plus, ce qui nous rassure dans ce monde, c'est qu'on a des gens comme vous qui vont se battre justement dans cette société civile. Parce que comme vous l'avez remarqué, Webcom.tv n'est pas un média officiel. Nous sommes des gens comme vous, comme moi, etc., qui nous exprimons, qui donnons un autre regard. Et donc, en tout cas, on est rassuré de savoir qu'on a des gens comme M. Zidi qui vont être les garde-fous un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le digital et qui vont aider donc pas mal de personnes dans les quartiers à sortir de ces crises. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Webcom.tv, réinventons la proximité.